Bonjour et bienvenue dans le 7-8 L'Actu, un tour d'horizon de l'actualité locale en une trentaine de minutes. Et on démarre avec ces agents de la maison d'arrêt de Bois d'Arcy qui ont protesté ce vendredi matin devant leur établissement. Ils dénoncent leurs conditions de travail et notamment les agressions qui, selon eux, se multiplient, voire se banalisent. En moins de 10 jours, par exemple, ils ont relevé une douzaine de collègues blessés. En cause, selon eux, la surpopulation carcérale. Ces agents regrettent également un manque de soutien de la part de leur direction. Ils avancent que de nouveaux services ont été créés, comme un quartier de semi-liberté, sans que cela s'accompagne de recrutements supplémentaires et que les sanctions à l'encontre des détenus violents ne sont pas suffisantes. On écoute Christophe Dubuisson, il est du syndicat UFAP. On demande juste de l'effectif, parce qu'à Bois d'Arcy, malheureusement, on manque beaucoup d'agents. On est rappelé sur nos repos, on accumule les heures supplémentaires, la fatigue automatiquement. Les agents ne peuvent pas suivre la cadence qui est la cadence des journées, des matins, des nuits qu'on effectue. Donc plus de la fatigue. Donc on demande aussi un soutien à la direction. Les détenus ont peu de sanctions. On demandait le maximum, c'est-à-dire 30 jours de quartier disciplinaire ferme, alors qu'il y a eu beaucoup de sursis. Les détenus n'ont même pas peur des sanctions qu'ils peuvent avoir administratives ou disciplinaires. Et selon les syndicats, la prison de Bois d'Arcy compte aujourd'hui 899 détenus pour 500 places et 272 agents. Les syndicats ont été reçus dans la matinée. Ils sont sortis, dit-il, contents de cette rencontre, ayant l'assurance de leur chef d'établissement que des sanctions plus importantes seraient prises à l'encontre des détenus violents. Allez, un autre mouvement de protestation, cette fois du côté des agents de la CAF, la caisse d'allocation familiale. Ils ont profité de la venue de la ministre de la Famille, Dominique Bertinotti. C'était ce jeudi à Mantes-la-Jolie pour faire entendre leur voix. Ils étaient venus de l'ensemble du département pour dénoncer hausse de charges de travail, mauvaises conditions d'accueil des allocataires ou encore plafonnement des salaires. Et Dominique Bertinotti, elle de son côté, a préféré noter des améliorations survenues ces derniers mois et appelle les syndicats à plus de propositions. On l'écoute. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est surtout dire à Mme Bertinotti, mais qui ne recevra pas aujourd'hui, c'est tout simplement qu'on veut bien un accueil rénové, on veut bien des locaux tout neufs, mais on veut surtout du personnel derrière les bureaux. C'est une initiative aussi qu'on a prise, qui ne s'est jamais passée à la CAF des Yvelines, de réunir aujourd'hui de Saint-Quentin, de Mans, de Saint-Germain-en-Laye, des collègues qui viennent aujourd'hui dire à la ministre, ça suffit, on ne peut plus travailler comme ça. Voilà. On peut avoir toujours plus d'effectifs, on peut mettre toujours plus de moyens. C'est la solution, je dirais, la plus facile. Aujourd'hui, nous avons cette exigence quand même, nous sommes dans un cadre budgétaire contraint, de travailler aussi bien, voire même mieux. Et le fait de mettre du personnel là où c'est le plus nécessaire, c'est ça que les syndicats doivent défendre et plaider. Et puis toujours du côté de l'emploi, cette annonce du côté d'Airbus Group à Elancourt, anciennement EADS, ce site avec celui des Mureaux, serait durement touché par les annonces de suppression de postes faites en début de semaine. L'entreprise veut améliorer sa compétitivité dans le domaine de la défense et de l'espace. 5800 emplois vont disparaître en Europe, dont 720 prévus dans les Yvelines. Un plan de restructuration qui devrait s'échelonner jusqu'en 2017. Alors un comité extraordinaire d'entreprise s'est tenu ce vendredi matin. Les syndicats disent ne pas avoir obtenu de réponse à leurs questions, de réponse en tout cas précise à leurs questions, notamment en ce qui concerne ces suppressions de postes. Ils espèrent des avancées d'ici la mi-février. Et puis social encore, l'annonce de la suppression de 684 postes, c'est à Poissy par PSA. Des reclassements sont attendus, mais 400 intérimaires vont voir leur contrat prendre fin à la fin mars. Le constructeur automobile a annoncé ce jeudi vouloir supprimer une des deux équipes dédiées à la production de la 208. Les prévisions de production pour 2014 ne seraient pas bonnes selon la direction. 40% de baisse par rapport à l'an dernier. Et les syndicats craignent, eux, à terme, tout simplement la fermeture du site de Poissy et la délocalisation de toute la production. Allez, on poursuit ce 7-8 actu très chargé sur le plan social avec des sourires. Cette fois, c'était hier soir, ce jeudi soir, avec l'inauguration du Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines sur place. Anthony Reich et Jonathan Weinmann. Le ruban est enfin coupé par la ministre des Sports Valérie Fournéron. Les compétitions peuvent démarrer. Lors de l'inauguration du Vélodrome, elles sont évidemment amicales.
Mais elles n'en ont que le nom car à un mois des championnats du monde en Colombie, les coureurs français entendent bien marquer les esprits britanniques. On est là pour ça, hein. C'est un match, faut gagner, hein, tout simplement. Mes collègues et moi, on a vraiment envie de tout gagner, même si c'est vrai que c'est pas les Jeux Olympiques, mais bon, ça serait déjà bien psychologiquement de leur mettre un coup au moral, quoi. Un peu moins d'un mois après leur installation, les tricolores sentent déjà l'apport du vélodrome au quotidien dans leur préparation aux mondiaux. Magnifiquement bien, on découvre la piste et tout l'outil qu'on a à disposition pour aller préparer ces Jeux Olympiques de Rio. Et c'est vraiment splendide. Toute la soirée, les duels se sont succédés entre nos Bleus de France et les sprinteurs britanniques. Et carton plein pour les tricolores qui se sont imposés sur les 6 épreuves programmées. Keirin, vitesse individuelle et par équipe, et sous la clameur d'un vélodrome plein. C'est super, on n'a vraiment pas l'habitude, surtout en France je dirais. On a plutôt l'habitude de faire des courses où il y a les parents qui nous encouragent. Donc là voir tout ce monde et puis on a tous invité des amis, de la famille. Et moi personnellement ça me fait très plaisir qu'ils soient venus. L'histoire retiendra que François Pervis est devenu le premier coureur à s'imposer sur la piste du Vélodrome national. Reste à confirmer ses promesses dans un mois à Cali. Oui, effectivement, c'est un équipement en tout cas très impressionnant. Et puis, si vous voulez le découvrir, eh bien, ce vélodrome, il y a des journées portes ouvertes qui auront lieu ce samedi et dimanche. Et donc, si vous voulez voir du cyclisme sur piste ou encore du BMX ou des démonstrations d'autres activités, rendez-vous entre 9h et 18h. Alors, ce vélodrome, rappelez-vous, c'était une promesse présidentielle lors de la candidature de la France aux Jeux Olympiques de 2012. Alors, la France n'avait pas obtenu l'organisation de ces JO, mais la construction de la piste avait été bien actée via un partenariat public-privé. Alors Valérie Pécresse, présidente départementale de l'UMP, ancienne ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, était l'invitée du 7-8 L'Actu ce jeudi. Elle est revenue sur ce type de partenariat développé par l'ancienne majorité. Est-ce que ce vélodrome, c'est d'ores et déjà un succès, ne serait-ce que sur le choix de la structure qui a été faite, celle d'un partenariat public-privé ? Oui, moi je suis très heureuse de cette inauguration parce que c'est l'aboutissement des efforts de tous. Et puis, parce qu'on n'avait pas l'argent pour le financer à l'époque où la candidature de Paris aux Jeux Olympiques a été retoquée. On n'avait pas l'argent et on a décidé, de manière un peu audacieuse, de faire un partenariat public-privé. Et je sais qu'aujourd'hui, par idéologie, la région, un certain nombre de collectivités de gauche refusent de financer des partenariats publics-privés. Or là, eh bien, la ville nouvelle de Saint-Quentin, la région Île-de-France et l'État ont fait un magnifique partenariat avec le secteur privé qui nous permet à moindre coût d'avoir eu cet équipement et de l'avoir eu surtout en temps et heure. Parce que très souvent, vous savez, quand c'est l'État qui finance ou quand c'est les collectivités publiques, il y a des retards dans l'achèvement des travaux. Donc le partenariat public-privé, ça peut marcher. Avec Bouygues Bâtiments, notamment Île-de-France, et c'est Vélopolis qui va donc gérer l'exploitation et maintenance du site pendant 30 ans. Investissement de 74 millions d'euros, 53 millions financés par l'État, la région Île-de-France, encore le Conseil général et la communauté d'agglomération. Voilà, et si vous voulez en savoir plus sur le modèle économique de ce vélodrome, rendez-vous jeudi prochain dans l'émission Fileco présentée par Claire Cambier. Un dossier complet sera consacré justement à ce financement. Et en marge de cette inauguration du vélodrome, il y a ceux qui ne veulent pas être oubliés, ce sont les assignés. Le Centre national du cyclisme français fait toujours débat pour certains habitants inimontains. Anthony Reich. 3,7 millions d'euros, c'est la somme que réclame la société Vélopolis à 9 habitants de Montigny-le-Bretonneux, assignés suite à leur recours déposé en 2010 contre le permis de construire du vélodrome et le plan local d'urbanisme. Certains inimontains ont récemment arrêté leur combat. Clairement, demander 3,7 millions d'euros à 9 personnes, 9 citoyens qui ont simplement déposé un recours contre le permis de construire, contre le PLU, c'est vraiment une manœuvre d'intimidation. D'ailleurs, 3 d'entre eux n'ont pas supporté la pression que suppose cette intimidation et donc se sont retirés. Initialement prévu le 21 janvier, l'audience a pour l'instant été reportée. Selon l'association, le financement du projet risque de mettre en difficulté financière la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Parce que le vélodrome a été fait dans le cadre d'un partenariat public-privé, donc qui est un gouffre financier qui était très à la mode il y a quelques années, sur lequel toutes les collectivités territoriales sont en train de revenir, parce que c'est une façon d'avoir de l'argent rapidement, mais qui à long terme est vraiment quelque chose qui va amputer leurs finances. Pour les assignés de Montigny,
Les millions investis dans le vélodrome ont empêché la réalisation d'autres projets. Ils inaugureront symboliquement une non-piste cyclable au bord de la Nationale 10 sur la commune de Trappes ce samedi 1er février. Et nous allons maintenant parler sécurité. Pas de mieux dans le ciel de la délinquance. Dans les Yvelines, un rapport sur l'action de la sécurité 2013 vient d'être présenté en préfecture. 73 464, c'est le nombre précis de faits constatés. Et parmi ces faits, à noter une augmentation des cambriolages, plus 14%. Les escroqueries et les infractions économiques et financières ont également progressé de près de 14%. Mitigé, c'est ainsi que le préfet a qualifié le bilan sécurité 2013 dans le département des Yvelines. Le point noir, ce sont les cambriolages en progression de 14%. Cette augmentation était principalement concentrée sur le premier semestre et un peu moins sur le second semestre, ce qui pourrait laisser croire que les efforts que nous avons faits en la matière commencent à porter leurs fruits. Mais nous verrons évidemment dans le courant de l'année 2014 si c'est le cas. Il y a 3 types de cambrioleurs. Un tiers des cambrioleurs sont le fait de résidents du département, un tiers de cambrioleurs résident dans la région Île-de-France et un tiers de cambrioleurs viennent de plus loin et plus particulièrement, pour un nombre d'entre eux, d'un certain nombre de pays d'Europe centrale. En parallèle de ces chiffres, des taux d'élucidation qui augmentent avec de nouveaux moyens de coordination. Des groupes d'enquête professionnels ont par exemple été constitués. J'ai voulu spécialiser, moi, des équipes. La police nationale a fait exactement la même chose. Des équipes de lutte contre les cambriolages, des enquêteurs qui travaillent exclusivement sur ces phénomènes avec de bons résultats. Et finalement, lorsque vous voyez tout ce qui est indicateur d'activité des services, en gendarmerie, nous avons une hausse des taux d'élucidation, nous avons 15% de faits élucidés en plus. Les atteintes aux biens, nous avons une hausse de l'ordre de 2% de notre taux d'élucidation. Associée à cela, une réponse judiciaire plus forte. Les comparutions immédiates sont en augmentation en 2013 de 15%. Nous en faisons environ 6 par jour ouvrable au tribunal de Versailles, ce qui est un chiffre assez élevé, ce qui correspond à la volonté de réprimer rapidement et fermement les comportements les plus graves, mais aussi les plus simples. Tous les cambrioleurs majeurs sont déférés devant le tribunal en comparution immédiate. Tous les cambrioleurs mineurs sont déférés devant le juge pour enfants. 40% des interpellations se font sur appel à 17. Donc nous continuons à attirer l'attention des voisins pour dire si vous constatez quelque chose de pas normal dans votre voisinage, n'hésitez pas, appelez le 17. À côté des cambriolages qui progressent, l'autre préoccupation, ce sont les violences physiques, les conflits de voie publique et les conflits intrafamiliaux. Les escroqueries et les infractions financières et économiques liées au développement d'Internet sont en progression de près de 14%. Enfin, dernière infraction en hausse liée cette fois aux stupéfiants. Entre 2010 et 2013, les trafics et reventes ont augmenté de 109%. Autre point noir soulevé lors de la présentation de ce rapport, les chiffres de la sécurité routière. Le nombre d'accidents est en baisse de 7%. Le nombre de blessés en diminution, celui des tués sur la route est stable. Toutefois, les responsables pointent du doigt les 15 piétons tués cette année. Ils n'étaient que 4 en 2012. Ce mercredi soir, première réunion de la communauté de communes de l'Ouest parisien qui regroupe les villes de Plaisir, Villepreux et des Clés-sous-Bois. La maire de cette dernière commune, Véronique Cotté-Millard, on le sait, n'est pas favorable à cette intercommunalité. Alors était-elle présente ce mercredi soir? Réponse. Première réunion ce mercredi soir de la communauté de communes de l'Ouest parisien regroupant les villes de Plaisir, Villepreux et des Clés-sous-Bois. Un premier conseil, regardez de près, car depuis l'annonce de la constitution de cette intercommunalité, la ville des Clés-sous-Bois s'y oppose. Véronique Cotté-Millard, la maire, était pourtant bien présente hier soir, mais pour demander le report de cette première réunion communautaire, arguant du fait que la mairie n'a pas été avisée assez tôt de la tenue de ce conseil et qu'elle n'a pas reçu les différents comptes rendus des réunions préparatoires, réunions auxquelles la mairie des Clés-sous-Bois ne s'est d'ailleurs jamais présentée. Une demande de report rejetée par l'Assemblée constituante. Par conséquent, je ne cautionne pas ce qui a lieu ce soir et mon retire. C'est votre avis, madame. Véronique Cotté-Millard quitte alors la séance, mais promet d'envoyer des conseillers communautaires. Vous comprendrez bien que dans la situation actuelle, la discussion n'est plus envisageable. Mais nous nommerons cependant nos 9
conseillers communautaires pour un délai maximum de 2 mois. Peut-être qu'ils auront le temps encore de siéger une fois. La séance s'est poursuivie avec l'élection du président de la communauté de communes. La maire de Plaisir a été élue à l'unanimité. Colmans-Berger. Colmans-Berger. Il faut regarder l'avenir des Plaisirois, des Cléciens et des Villepreusiens. On n'est pas là pour faire ce genre de guéguerre intestine. On ne sait même pas si demain nous serons là, puisqu'il y a les élections municipales. Donc, écoutez, soyons calmes. Et en signe d'ouverture, malgré son absence, Véronique Coté-Millard a été élue vice-présidente. La communauté de communes de l'Ouest parisien devrait au complet, en principe, se réunir en mars prochain pour voter son budget. Une étape importante qui devrait donner lieu à de nouvelles passes d'armes orales entre les maires de ces 3 communes. Et économie maintenant avec Envie, une entreprise de l'économie sociale et solidaire implantée à Trappes. Ici, l'accès à l'emploi est le maître mot. Chaque salarié signe un contrat d'insertion. Claire Cambier et Élodie Moine nous dressent un bilan 1 an après l'ouverture de l'entreprise. L'association Envie à Trappes propose depuis fin 2012 des appareils électroménagers rénovés et garantis. Les clients n'ont habituellement accès qu'à ce magasin, mais lundi, une partie des financeurs de l'association étaient invités à visiter l'arrière-boutique. Envie récupère ces machines usagées et les répare, et pour cela, elle emploie aujourd'hui une vingtaine de personnes, dont 2 emplois d'avenir et 16 CDDI. CDDI, ce sont des contrats à durée déterminée d'insertion. On embauche une personne pour une durée de 4 mois. Ces contrats-là sont renouvelables jusqu'à une période maximum de 2 ans. Le principe pour nous n'est pas d'embaucher de manière durable et définitive les personnes que l'on emploie en insertion, mais c'est de les accompagner professionnellement et socialement et de leur donner des outils pour trouver un emploi durable à la sortie de l'entreprise. Le turnover est donc important, mais 50% des salariés arrivent à se réinsérer via un autre emploi ou une formation professionnalisante. À l'initiative de cette visite, Île-de-France Active, un réseau d'associations de financement solidaire qui a prêté à Envie 60 000 €. Mais les investisseurs, surtout publics, restent nombreux. La région a délivré de son côté une subvention de 120 000 €. Son budget annuel pour ce secteur est de 12 millions. Alors, les entreprises d'économie sociale et solidaire ne peuvent-elles survivre sans aide ? Elles reçoivent moins d'aide que ce que reçoivent les entreprises françaises de l'économie dite classique. Si vous prenez PSA, l'entreprise Peugeot, ils ont reçu plus d'aide que n'importe qui dans ce pays et pourtant ça ne leur empêche pas de s'écrouler. Donc les entreprises d'insertion, les entreprises de l'économie sociale et solidaire ne sont pas les mieux lotis et arrivent à presque mieux s'en sortir. Donc c'est un faux débat. Tout le monde est subventionné dans ce pays. L'association Envie arrive à s'autofinancer à 60%. Elle espère atteindre les 100% d'ici 3 ans. À la direction maintenant Montigny-le-Bretonneux au sein de l'espace Saint-Quentin. Alors vous vous souvenez très certainement de l'ancien cinéma Gaumont. Eh bien ces salles vont bientôt renaître en accueillant un bowling, celui qui était auparavant implanté dans le centre commercial Sky West. Le point avec Anthony Reich. Les 15 pistes sont déjà installées. Débutés en octobre dernier, les travaux du nouveau bowling donnent forme ici à l'espace central et à la future salle de réunion ouverte aux entreprises et aux associations. Après, c'est toute la décoration finale. Là, pour l'instant, on a terminé tout ce qui était ventilation, installation comment on appelle ça, de la climatisation. Après, il y a tous les tests à mettre en route. On a déjà fait les sanitaires. Auparavant implanté au centre commercial Sky West, le bowling s'apprête à s'installer dans l'ancien complexe de 6 salles de cinéma Unimontin sur près de 2000 mètres carrés. Il y a 2-3 salariés de Bowling Star qui étaient déjà salariés de l'ancien établissement qui vont reprendre. Pour le reste, ce sera de l'embauche locale. L'entrée principale donnera sur le quai François Truffaut. Pour ceux qui se souviennent, cette entrée correspondra à l'une des anciennes sorties proches de la médiathèque du Canal. Il y aura également des billards pour les amateurs. Le bowling devrait ouvrir ses portes fin février. Alors, on ne reconnaît pas du tout le cinéma, en effet, ça a bien changé. Allez, on termine ce 7-8 Actu avec un sourire, plutôt des sourires et même beaucoup de voix. Des jeunes bambins qui ont participé au concours du plus beau bébé CADOM, un concours créé en 1925, remis au goût du jour en 2007. 40 000 tout jeunes participants, 12 finalistes, parmi eux un Yvelinois, Timothée, Olivier Maniscalco et Patrick Desnus ont suivi cette finale.
Depuis 1925, bébé Cadom élit chaque année son plus beau tout petit. L'élection remise au goût du jour en 2007 le désigne désormais parmi 40 000 bébés inscrits en ligne. Suite au vote sur Internet, 12 bambins sont sélectionnés pour la finale, dont le petit Timothée du Chesnay qui se présentait avec ses parents sur la scène de l'Élysée-Biarritz à Paris. En fait, c'est des amis de Lucie qui avaient déjà fait ce genre de concours et qui l'ont mis qui lui ont donné envie, en tout cas, d'y participer. Et donc voilà, on a tenté notre chance. Et depuis qu'il a 6 mois, en fait, tous les mois, on essaye. Et on n'avait jamais eu de chance jusqu'à maintenant. Et puis, on a eu le top 50 en décembre, et top 5, et puis bébé du mois. Donc, on tourne une fois, donc on a eu énormément de chance. Beaucoup de chance, peut-être, mais il reste une dernière étape à franchir pour Timothée. Face à lui, les internautes qui pouvaient voter en suivant la cérémonie en ligne et un jury composé de célébrités dont la chanteuse préférée des tout-petits. J'ai mis comme critère celui qui était éveillé, celui qui était très indépendant. J'en avais mis un autre, mais c'est pas grave, cette petite fille était très très mignonne aussi, ressemblait bien à bébé Cadom. C'est en effet la petite Clara, 17 mois, qui a su séduire les votants et remporte ce concours 2014 avec tout de même 6 000 € offerts en placement sur un livret A qu'elle pourra toucher à ses 18 ans. Ça valait bien une petite chanson. Voilà, c'était un lapin qui... C'est indémodable, hein, Chantal Goya. Ce 7-8 l'actu est terminé. Merci de votre attention. Le journal d'information revient en direct lundi dès 18h. Tout de suite, vous retrouvez le 7-8 Week-end présenté par Olivier Maniscalco. Bon week-end à vous.